Aujourd'hui, on accueille une figure emblématique du marché entrepreneurial québécois. Il nous vient tout droit de Suisse et il a commencé l'entrepreneuriat au Québec. Avec zéro coaching, zéro backup, juste de la rage et de la détermination. Aujourd'hui, Fabrice Maillardet, il a 24 ans et il est à la tête d'une des plus grosses académies de vente au Québec. Il a formé des centaines de closers, monté des équipes, structuré des écosystèmes de vente pour des entreprises qui font plusieurs centaines de milliers par mois. Plus de ça, il a organisé cette année la plus grosse conférence de vente du Québec en faisant venir notamment des figures internationales comme le grand Daniel G. Fabrice, il est en pleine ascension. Il construit vite, fort, avec une vision claire et des standards peu communs. Et c'est une vraie chance de l'avoir avec nous aujourd'hui, au moment où tout est encore en train de se bâtir pour lui. Dans cet épisode, on va parler de rage de construire, de ses motivations et des véhicules de croissance qu'il a pu prendre pour en arriver là où il est aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir sur mon podcast Fabrice Maillardet. Bienvenue Fabrice, à toi dans ce podcast. Merci à toi, Gaëtan. Comment ça va Fabrice? L'honneur, ça va super toi? Au top. Excellent. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Tes débuts dans la vente, explique-nous un peu ton parcours. Tu as un parcours classique, on va dire, dans le porte-à-porte. Ouais. Explique-nous tout ça. Absolument. Ben, dans le fond, premièrement, je suis rendu à 24 ans, je m'en vais sur mes 25. Le temps passe vite. Mais écoute, j'aime ça le dire comme ça. C'est pas une question nécessairement de temps, c'est plus une question d'expérience, dans le sens que, comme une voiture, on le juge pas forcément avec le nombre d'années de la voiture, on le juge plus avec le nombre de kilomètres. Puis c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai commencé la vente, en fait, j'ai tout lâché. J'étais en technique policière ici au Québec, puis j'ai vraiment tout lâché pour me lancer all-in. Pas mal la première semaine, en fait, que j'ai écouté à la vente. Et puis, depuis là, je me suis jamais retourné. Fait que ça a été un grand apprentissage. Je te dirais, en fait, j'ai même pas commencé avec le porte-à-porte. J'ai fait 1 an de marketing relationnel. D'ailleurs, j'ai connu beaucoup de Français à travers ça parce que je voyageais beaucoup ma première année. Et puis, j'ai commencé vraiment avec le marketing de réseau, en fait. Du MLM. Ouais, du MLM. Et c'était quoi qui vendait dans le MLM C'était en fait de l'éducation pour les marchés financiers, crypto-monnaies. Fait que, je te dirais, c'était bien, c'était pas le meilleur cours au monde, mais ça a été excellent parce que c'était dans les débuts 2020 quand il y a eu la première montée. Fait que ça nous a tous exposés au magnifique marché de la crypto-monnaie qui est aujourd'hui, comme on le connaît, un bitcoin à plus de 100 000. Fait que ça, c'est incroyable. Mais j'ai commencé là-dedans. Puis on faisait de la vente sans vraiment se réaliser que c'était de la vente. Je l'ai réalisé peut-être 1 an après qu'en fait, c'est vrai que je faisais de la vente, je faisais de la présentation, je faisais de la prospection, j'avais du leadership, je gérais une équipe. Fait que ça a été une très belle école. J'ai pas fait d'argent du tout, mais c'était une super belle école. C'est qui vient de... Moi, j'avais travaillé j'avais fait de l'acquisition pour un projet MLM également en Suisse d'investissement. OK. Et c'est qui vient de ça? J'avais regardé un podcast Crypto Formation qui venait du milieu du MLM aussi, non? En fait, moi, c'était la compagnie B qui existe encore, Ok. en fait. Ouais, Ok. Melius, en fait. Ok. Écoute, j'ai beaucoup de... En fait, c'est pas compris, tous les entrepreneurs que je connais au Québec, 99% ont commencé avec du marketing de réseau au tout départ. Ok. C'est vraiment assez incroyable. Fait que j'ai réalisé ça par la suite, mais ouais, c'est une très belle école. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand tu réfléchis au background des personnes, souvent les personnes font du MLM. Ok, trop Oui. bien. Et qu'est-ce qui a fait changer de policier à vendeur? Très bonne question. Ben ça, c'est sûr que c'est peu commun. Je te dirais, moi, c'était surtout au début du COVID, quand ça a frappé, il y a eu plein d'éléments déclencheurs qui ont fait en sorte que j'ai réalisé que je valais plus, puis je pouvais aller chercher plus, surtout. En fait, l'élément déclencheur, vraiment le moment où je m'en souviens, j'ai eu le déclic, j'étais dans un CHSLD en plein COVID, en train de jouer à la sécurité. En fait, c'était mon emploi à 100%. Je faisais des 12 heures, 7 jours sur 7. Puis je travaillais pas beaucoup, je te dirais. Je surveillais des portes, bref, un CHSLD en plein COVID, c'était un peu mort. Quoique. Puis, en fait, j'avais beaucoup de temps pour être sur mon téléphone. Fait que je regardais énormément de formations sur YouTube, je regardais énormément de choses. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert, en fait, l'univers de l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai vu que c'était possible. Donc, j'ai écrit à la première personne que j'ai vue sur Instagram qui avait une Lamborghini. Puis le soir même, j'étais chez eux. Puis j'étais avec ma carte de crédit. Donc, c'était assez intéressant comme parcours. C'est beau. C'est qui cette personne? Tu peux communiquer ou... Oui, absolument. Ben, aujourd'hui, j'ai même eu des entreprises avec lui en partenariat, en collaboration. Charles Sérène, c'est lui que j'avais contacté au tout début. Puis c'est encore un très bon ami. On s'en va en voyage dans 2 semaines ensemble avec plein d'autres amis à Chypre. Donc, c'est une très bonne amie encore. Là, ouais. Tu
fais partie des Québécois qui fuient l'hiver. Absolument, ouais. Ouais, comme les oiseaux migrateurs, C'est ça. on part. C'est la tradition. C'est soit le Mexique, soit d'autres destinations. Absolument. On va dans le sud. Donc ensuite, tu as monté tes programmes. Tu as monté une académie de vente au Québec. Ouais. On peut dire que tu es la plus grosse académie de vente au Québec qui forme des closers pour des programmes à étiquette, sur des business physiques ou en ligne, pas forcément de choix particulier. Ouais. Tu peux nous en dire plus de ça? Comment ça s'est développé? Comment vous êtes en arrivé là? Vous avez combien d'élèves? 400? Vous avez formé combien de vendeurs en tout? Au total, on a eu plus de 550 clients. Là, on a fermé nos portes, je te dirais, il y a environ 6 mois, plus de 6 mois. Fait que là, on est vraiment resté à ce chiffre-là. Mais en fait, comment ça a démarré? En fait, ça s'est démarré pas mal de façon naturelle. On n'avait jamais l'objectif de vouloir former autant de personnes puis recruter autant de personnes. À la base, c'est que nous, on avait une entreprise de marketing. On aidait, c'était dans le marketing d'influence surtout. Fait qu'on était l'entremetteur entre des influenceurs et des entreprises au Québec. Puis on a réalisé que le marketing, c'était un grand besoin. Un grand besoin, ramener des clients, des potentiels clients intéressés à une porte, ça vaut très, très cher au Québec. Mais ramener juste des clients à une porte ne va pas conclure la vente nécessairement. Oui. Right? Il y a un côté marketing, mais il y a aussi le côté vente à la fin qui est la cerise sur le gâteau. Qui n'était quasiment pas existante il y a justement 3 ans de ça. Fait que c'est là qu'on a décidé, OK, on a eu de l'expérience en étiquette aux États-Unis, on en a fait en Europe, ça marche super bien. Le marché du Québec est en retard, mettons ça en place. Puis on avait juste l'objectif de recruter comme centaine de personnes au tout début, puis de les former. Puis finalement, on a vu que la demande était exponentielle, donc on a continué à former. Puis en même temps, on avait une agence de vente qu'on a partie aussi. Donc, on avait notre agence de vente où, justement, on travaillait pour environ 20 clients. Fait que c'était vraiment nous qui s'occupions à 100% de l'acquisition client au complet. Donc, marketing et vente. On gérait les sales, en fait, au complet. Et puis, ça a bien marché, mais le modèle était... Il y a eu quelques complications dans le modèle. Donc, au mois de janvier, on a décidé de séparer nos partenaires puis de recommencer d'une nouvelle façon, en fait. OK. J'avais pas cette dimension marketing dans tes activités. C'est très intéressant parce que nous, actuellement, dans les projets que je fais, je mets un point d'honneur à relier ce pôle sales et le marketing pour que les feedbacks nourrissent l'un envers l'autre. Le message marketing soit bon, aligné avec les sales et les retours des sales qui alimentent, qui ajustent et arbitrent le message marketing. Absolument. Ça, c'est très, très intéressant. Comment vous avez... quelle typologie de business vous aviez dans cette académie? Parce que vous formiez les gens, ensuite vous les placez. Donc, il y a certains business qui venaient vous voir et qui vous disent « OK, on a besoin d'une équipe de closers, on aime vos process. Est-ce que vous avez des profils à disposition ?» Vous mettez ces profils à disposition. Est-ce que vous garantissez de placer le closer dans une entreprise ou vous garantissez simplement... il y a des demandes, voici ces demandes, à vous de jouer, c'est à vous de conclure. On a eu plusieurs façons de faire, on s'est adapté tout au long du processus, mais la meilleure façon de faire qu'on avait pour notre académie à la fin, c'était juste qu'on garantissait une mise en relation. Donc, une fois que tu passais au travers de toutes les étapes, on avait des examens, on avait un processus très, très, très clair puis très, très dynamique. À la fin, il y avait un examen, puis quand tu le passais, on te garantissait une mise en relation avec une entreprise. Okay. Donc, puis ce que j'expliquais souvent, c'est que en fait, l'entreprise, il y en a plein là, qui recrutent, des petites comme des grosses. Puis, en fait, c'est vraiment une question de closer. Est-ce que le closer, il a les bonnes compétences? Est-ce qu'il a une bonne réputation? Est-ce qu'il a un bon cercle de contact? C'est vraiment une question, est-ce que le closer, il a de la valeur à amener sur le marché? Si oui, c'est pas lui qui va courir après les entreprises, c'est les entreprises qui vont courir après lui. Puis ça, il faut vraiment qu'ils comprennent ça le plus rapidement possible, que c'est leur responsabilité de devenir bon, de se faire une bonne réputation pour avoir accès aux meilleures entreprises, parce que c'est comme ça que tu fais de l'argent. C'est avec les meilleures opportunités, c'est avec les meilleures entreprises. C'est une combinaison des compétences et du véhicule. OK. Vous mettiez des process en place, etc. Ouais, ça c'est le plus important parce que c'est aussi du côté des entreprises. Ils veulent avoir les meilleurs closers. Ils sont comme donne-moi les meilleurs closers, donne-moi les meilleurs closers. OK, mais t'as pas le véhicule. Moi, j'utilise tout le temps l'analogie. C'est comme si tu prends Lewis Hamilton, un des meilleurs dans la Formule 1, puis tu le mets dans une Honda Civic tout rouillé, compétitionner contre d'autres Formule 1. Ça va être difficile de se rendre à premier à la course. Fait que c'est un peu le même principe avec des entreprises sans processus de vente. 100%. On en avait parlé sur des gros événements virtuels qu'on est en train d'organiser en ce moment. On a cette problématique-là où en fait on a plusieurs typologies et l'idée c'est toujours d'avoir le top closer et il y a plusieurs profils qui se détachent et j'ai remarqué c'est pas les gens qui viennent forcément du business en ligne ou des formations, c'est des personnes qui viennent
par exemple de centres de téléachat ou des choses comme ça, Ok. qui ont une plasticité cérébrale, ils sont prêts à apprendre et à mettre des process en place parce qu'ils viennent du milieu corporate. Ouais. Et en fait, ils apprennent tout. Ils ont une certaine naïveté qui leur permet de performer au maximum versus quelqu'un qui pense tout savoir, etc. Et qui Ouais. dit, oh, j'ai déjà closé du high ticket, ça va être facile. Il arrive sur une offre, il prend pas le temps de connaître l'offre, de bien se former sur le sujet parce que les sujets sont diffèrent en fonction des lancements. Ouais. Et cette personne-là qui est prête à apprendre, et ça peut être des gens qui ont 30, 40, on a même des closers qui ont 50 ans. OK. Et c'est trop drôle à voir. Intéressant. Et ils performent très bien. Et en fait, ils apprennent, ils appliquent à la lettre. Et ça se passe très bien. Vraiment intéressant parce que tu vois, nous, on a une dynamique. Moi, je suis 100% marché francophone un petit peu aux États-Unis. Puis des closers à plus de 30 ans, c'est très rare. Ok. Closer, même setter, plus de 30, 40 ans, c'est très rare. C'est pas la norme, hein, mais ça Ouais, peut arriver. C'est mais des projets qu'on voit. je suis d'accord que beaucoup plus de confiance, en fait. Mm. Beaucoup plus d'autorité, automatiquement. Donc, si tu un bon closer à 40, 50 ans, c'est magnifique. Surtout dépendant des offres, là, mais ça peut être super. Ok. Ouais. Et je travaille donc moi beaucoup avec Sofiane qui regardera ce podcast que je salue, qui s'occupe de la partie sales de Mindeo, et Ok. il a toujours il a ce truc d'onboarder les gens, de leur donner la bonne information pour que les closers soient dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent justement être dans la Formule 1 Ouais. et pouvoir conduire fort. Absolument. La question, c'est comment le cycle d'un top closer, on l'avait estimé à 2, 3, 4 ans. Après, ça s'estompe. Comment on est top closer, on reste top closer? Est-ce que, je me rappelle, tu avais dit un truc dans ta conférence sur laquelle on développera un peu plus après, où Ouais. tu disais un top closer doit rester top closer. Un top closer n'est pas un head of sales nécessairement. Exactement. Parce que c'est pas du tout la même chose. Un head of sales va manager et ne va plus closer. Ouais. Et en fait, dans une équipe de vente, passer ton top closer en head of sales, c'est pas forcément le meilleur move. Non. Parce que tes C'est performances vont baisser. Absolument. Mais je veux bien que tu développes par rapport à ça. Ouais, ben c'est tout simplement que c'est deux compétences qui sont complètement différentes. Puis, tu sais, d'un point de vue, juste comme tu dis au niveau des chiffres, tu prends ton meilleur closer, celui qui génère en général 80% des résultats dans la loi de Pareto. En général, c'est souvent ça, ou 70. Et puis, tu le mets head of sales. Fait que là, il y a non seulement plus de revenus qui part, puis tu penses que ça va être le meilleur pour transmettre les connaissances, mais la réalité, c'est que non, c'est deux compétences différentes. Être bon en vente puis transmettre les connaissances en vente, c'est deux compétences complètement différentes. Fait que là, la personne doit réapprendre au complet le fait d'enseigner ces techniques. Et puis, là, tu repars de zéro, en fait. Puis c'est deux dynamiques aussi différentes. C'est quelqu'un qui est un top closer, c'est quelqu'un qui chasse, qui a faim, qui est très, on va dire, dynamique. Tandis que quelqu'un qui est un manager, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus care, qui va être beaucoup plus là pour ses closers, qui va vraiment savoir c'est quoi le nom de leur chien. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui va être là pour eux, pour les encadrer, pour les soutenir émotionnellement, parce que la vente, c'est pas à long terme, ça se fatigue beaucoup au niveau émotionnel, veut pas. Même si tu te bâtis une carapace. Fait que c'est deux dynamiques vraiment différentes. Puis un sales manager aussi en général ne va pas faire autant d'argent qu'un closer. Ça, souvent, c'est l'erreur commune que les closers pensent. Ils pensent faire beaucoup plus d'argent en étant un sales manager, mais la réalité, c'est que non. En général, tu fais pas mal plus d'argent en étant un closer, un bon closer, puis en restant dans ta position. Le sales manager ne prend pas de cut sur les sales de sa team? Ça dépend. Il y en a que oui, il y en a que non. Ok. Il y en a qui sont comme un peu hybrides, mais c'est jamais l'idéal. En général, ce qu'on a vu vraiment, puis ce qu'on voit encore, ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on appelle des fractional managers. Fait que ça veut dire que c'est des managers qui travaillent pour 3, 4, 5 business en même temps. Ouais. Ça, c'est, tu sais, on le voit. J'étais allé dans des conférences, dans les meilleures conférences de vente aux États-Unis, c'est tout le temps ça. C'est rempli de fractional sales managers. Fait que des sales managers fractionnels. En fait, je sais pas comment le dire en français, Ouais, mais complètement. ouais, ils travaillent pour plusieurs entreprises. Puis ça, c'est la meilleure des situations. Ok, donc ils donnent 25% de leur temps à une business. Ouais. Et ils se décalent comme Ouais. ça. Ok. Ouais. Ok, intéressant. Comment une sales team performe plus qu'une autre? Comment un sales manager va tirer le maximum de ses équipes? Comme tu l'as dit, la vente, c'est très drainant. C'est Ouais. très énergivore. Ouais. Moi, c'était quelque chose que j'avais vu dans ta conférence aussi, où je sais plus qui c'est, la fille, comment elle s'appelle, qui avait fait un stage dans le panel, qui close beaucoup au Québec, là, qui a une bonne personal brand. Comment elle s'appelle? Alex de Blondie, ouais, Ouais, Alex de Blondie, ouais. Qui Shout out. disait, j'avais discuté un peu avec elle rapidement, où elle disait les sales, c'est souvent les meilleures personnes que tu peux rencontrer, tu vois. Et c'est un peu vrai,
Enfin, c'est vrai. Moi, je trouve que tous les sales que je rencontre sont des bonnes personnes parce qu'ils ont cette empathie, ils comprennent des choses, ils comprennent vite, Ouais. ils comprennent un peu tout. Pas forcément tout en précision, mais ils vont tout de suite s'intéresser au sujet, comprendre l'écosystème qui les entoure et ils vont pouvoir avoir une discussion très intéressante en fait, Ouais. très rapidement. Absolument. Comment tu stimules ça dans une équipe de vente sur, je te mets en condition, tu es un sales manager, tu as une toute nouvelle offre, je te prends un sujet qu'on a en ce moment, tu veux lancer l'offre pour détruire le marché de la franchise. Ouais. C'est une offre qui n'a jamais été faite en high ticket, en infoproduit, etc. Bah, comment tu stimules ces personnes-là pour les mettre dans le sujet et en faire les meilleurs vendeurs. Et l'avatar de ces gens-là, c'est des business owners qui ont un certain standing et tu vends une offre à 15K. Mhm. Comment tu fais pour chauffer les équipes et faire que tout le monde performe? En fait, très simple, puis c'est une réponse qui est universelle. C'est pas juste pour l'exemple que tu me donnes. C'est une équipe de vente, c'est une équipe de sport. Faut le voir comme ça. Ouais. C'est une équipe de sport. Quel sport? Du hockey? C'est, tu sais, peu importe le sport, une équipe de sport à haut niveau, dans le fond. Fait qu'il faut se considérer comme un sportif à haut niveau. Puis qu'est-ce qu'un sportif va faire? Il va optimiser toute sa vie pour pouvoir performer. Fait que son sommeil est important, sa nutrition est importante, tout est important pour performer sur le terrain. Puis ça prend un entraîneur. Puis l'entraîneur, c'est qui? C'est le sales manager. Fait que c'est un peu la même dynamique. Fait que quand tu le considères comme ça change absolument tout. Puis ça fait en sorte que tes sales reps sont là pour performer. Puis sont là aussi pour optimiser leur mindset, leur mentalité, qui est très important. En fait, la vente, c'est une grande partie de mentalité. Si ça va pas bien dans ta vie personnelle, ça va se ressentir sur les appels. Ton énergie va pas être bonne, tu vas pas closer le deal. Parce que la vente, c'est un transfert d'énergie. Donc, quand tu le vois de cette façon-là, tu vas pouvoir déjà là partir du bon pied. Maintenant, pour rentrer plus dans ton exemple, ben, c'est sûr que, je veux dire, peu importe le produit, peu importe l'avatar client, oui, tu vas avoir plus de facilité en prenant des closers qui ont de l'expérience, de l'expertise là-dedans ou qui ont, on va dire, qui sont plus âgés, vu qu'ils vont parler à des propriétaires d'entreprise. C'est sûr que ça va aider. Mais à la fin de la journée, c'est une question de compétences en vente. C'est une question de à quel point la personne a de l'expérience puis est capable de justement closer des deals, combien qu'elle a closé de deals. C'est pas juste une question de c'est ça, d'expérience, c'est combien qu'elle a closé de deals, c'est surtout ça qui est important, le chiffre. Et puis après, il y a la partie, faut pas confondre les deux parties, il y a la partie expertise puis il y a la partie vente. Puis tu peux faire des ventes en ayant juste l'expertise, tu peux faire des ventes en ayant juste la compétence des ventes, mais les meilleurs closers vont être bons dans les deux. Donc, ils vont maîtriser le sujet, ils vont maîtriser les ventes, puis là, ça fait des vendeurs qui performent. Magnifique. Magnifique. Tu as parlé du transfert d'énergie en vente. Ouais. C'est quelque chose que j'ai appris et assimilé récemment. Ouais. Tu peux développer là-dessus un petit peu? Et on en parlera avec l'analogie de celui qui le fait très bien, c'est Daniel Gill. Ouais, exact. Ben, tu sais, la vente, c'est parce que la réalité, c'est qu'on dit, des fois, il y a des ventes plus émotionnelles, des fois, il y a des ventes plus rationnelles. La réalité des choses, c'est que toutes les ventes sont émotionnelles. Okay? Peu importe la vente qui va être faite, même si c'est, on va dire, quelque chose qui est très cartésien, donc on va dire une vente immobilière, où c'est vraiment pas mal plus les chiffres qui vont compter, ben, veut pas, la personne qui va acheter le bien, il va quand même avoir un déclic émotionnel qui va se passer. Donc, c'est pour ça qu'en tant que closer, il faut être capable d'être curieux. Il faut être capable de creuser, de poser des bonnes questions, savoir c'est quoi les douleurs, savoir c'est quoi les objectifs, savoir c'est quoi les blocages. Puis, le fait de pouvoir tout comprendre ça, ben, rendu à la période où tu dois justement closer le deal, puis c'est le temps de se serrer la main pour dire « OK, on va de l'avant », souvent la personne va avoir peur. Elle va avoir des croyances limitantes. C'est 99% des objections dans une vente, c'est des croyances limitantes, personnelles ou externes. Donc, ta job en tant que closer, c'est que des closers, c'est quasiment des coach mindset. C'est d'amener les bonnes perspectives, puis c'est de pouvoir l'aider à prendre la bonne décision en lui rappelant ses objectifs plus émotionnels. Pas juste « OK, je veux une maison parce que je veux habiter. » Non, je veux une maison parce que je veux prendre soin de ma famille, je veux grandir, je veux que mes enfants grandissent dans cette maison-là. Bref, toutes les raisons plus profondes. C'est important d'y rappeler à la vente, à la fin de la vente. Et puis, bref, le déclic va être émotionnel. Donc, c'est un transfert d'énergie. Puis, ça, c'est le côté 1. Puis, le côté 2, c'est aussi que le vendeur en tant que tel, il faut qu'il y ait une bonne énergie. Il faut qu'il y ait une énergie qui soit supérieure. Pas obligé d'être extrêmement excité, mais juste qu'il prenne le lead. Puis, quand tu prends le lead, il faut que tu aies bien dormi. Il faut que tu aies une bonne hygiène de vie. Il faut que tu sois le leader de ta vie avant tout, avant d'être le leader de d'autres personnes. Donc, ça prend une bonne énergie. Ça prend une excitation interne pour pouvoir aider les gens à prendre la bonne décision.
Ouais. Quel est le bon rapport, le bon ratio pour toi, leads qui parlent, closer qui parlent? Est-ce qu'il y a un Absolument. ratio clean ou... Ben, ça dépend du type de vente. Comme je m'en souviens, en porte-à-porte, c'était 85% d'eau, 15% de clients. Mais mettons de la vente high ticket closing où, justement, comme je dis, tu es plus là comme un coach qui prend une décision. Là. Ça, je te dirais, c'est 80-20. Fait 80% de clients, 20% toi. Toi, en fait, tu es comme plus un sniper qui va poser les bonnes questions, vraiment trigger les bonnes questions puis pour avoir les bonnes réponses. Mais pas juste, tu veux pas juste entendre les réponses, tu veux susciter une émotion. Oui. Super important. Donc, c'est pour ça que tu veux creuser. Puis là, oui, le pitch, c'est normal que tu parles pas mal plus, mais en général, c'est 20-30%, 70-80%, ça, c'est sûr. Ok. Ouais. Ok. Il y a quelque chose ça me fait penser là quand je t'écoute. Est-ce que, Ouais. en fait, tout ce que tu me décris là, c'est les choses qu'on fait en copywriting pour écrire des pages de vente? Ouais. Et en fait, j'avais jamais fait la relation, mais est-ce que toi, tu as déjà écrit des pages de vente? Est-ce que tu t'es déjà posé en disant, OK, je vais closer cette personne à l'écrit, quand elle vient voir, elle me lit, et il faut que je la close, tu vois. Au lieu de l'avoir au téléphone, je l'ai sur ma page de vente, et je veux qu'elle vende derrière. Pas forcément du high ticket, ça peut être, moi je fais ça pour du low ticket, tu vois, entre 20 et 100 dollars. Absolument. Mais je dois closer la vente avec mon écrit, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est un exercice que tu as déjà fait? Moi, je l'ai pas fait énormément du copywriting. J'en ai review beaucoup, j'en ai regardé beaucoup parce que j'ai une équipe pour ça, mais pour moi-même qui en a écrit pas énormément, pas des grosses pages de vente, non. Ok. Et, Mais je comprends la psychologie derrière, par contre, ça c'est sûr. bah c'est la même, c'est tu mets en avant les bénéfices. Ouais. Bon, la personne ne peut pas parler là, mais Ouais. Ok. En porte-à-porte, tu vendais quoi? J'ai vendu surtout tout ce qui touche du service résidentiel. Ok. Donc, rénovation résidentielle, optimisation résidentielle, surtout ça. Un petit peu de télécom, un petit peu de marketing aussi. On vendait des cartes promotionnelles aussi, si on l'a fait. Ok. Donc, j'ai pas mal touché à tout au porte-à-porte, ouais. Tout ce que tu peux vendre. À part des chocolats, ça, j'ai jamais fait. Ok. Non. Moi, j'ai fait ça. Ah, t'as fait, hein? J'ai vendu des C'est chocolats bon, de Noël, des tombolas. Des tombolas, ok. Ça existe au Québec? Non, Ça me dit rien. Des lotos? Des lotos de Noël. Ouais, bon. Ok. On va aller sur un sujet que j'étais client de ça, ton événement closer. Ouais. J'ai pris le plus gros ticket. J'ai super bien connecté avec une personne. Je le salue, qui s'appelle Adam, qui va passer sur le podcast d'ailleurs, que j'ai rencontré au repas VIP. Donc je fais des bonnes connexions. Merci pour ça. Excellent. Explique-nous un peu cet événement. Qu'est-ce que ça a été? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je me rappelle de ton discours plein d'émotions avec ton partenaire où tu étais complètement rincé et complet. Ça se voyait et tu as versé une petite larme d'ailleurs. Ouais. À ce moment-là, c'était très très cool. Raconte-nous un peu cette expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté, pourquoi tu l'as fait et est-ce qu'il y en aura d'autres? Bonne question, oui, absolument. Ben écoute, cet événement-là, ça a été, premièrement, c'était pas l'objectif de créer quelque chose d'aussi gros, parce qu'effectivement, le retour qu'on a eu par la suite est incroyable. En fait, on est plus connu pour l'événement qu'on a créé que quasiment toutes les choses qu'on a faites. Puis pourtant, cet événement-là, il s'est créé, je cite, en vraiment 2 semaines et demie. Ok. Ça n'a pas pris plus de temps que ça. On l'avait planifié pas mal plus avant, mais il y a eu tellement de challenges que moi-même, j'ai décidé de l'annuler peut-être littéralement 20 fois. 20 fois, on était comme OK, non, c'est pas le bon timing, ça vaut pas la peine. T'sais. Fait que ça a été vraiment des up and down sur plein d'éléments. Puis j'ai vécu la première fois d'organiser de l'événementiel, j'ai vu à quel point c'était de la logistique. Parce que, bref, j'avais engagé une firme à la base pour ça, pour m'aider là-dessus, parce que j'étais à 100% dans mes opérations des entreprises. Mais finalement, j'ai vu que ça marchait pas comme je voulais. Okay. Donc, j'ai pris les rênes, j'ai tout fait de A à Z pas mal tout seul. Après, j'ai eu une équipe qui m'a aidé à la toute fin pendant 2 semaines. Mais ça a été beaucoup de travail, mais ramené énormément. Puis, justement, écoute, j'ai eu tellement de retours comme toi qui m'ont dit, écoute, j'ai rencontré telle personne, parce qu'on dirait qu'on a été capable de rassembler un marché très sophistiqué ensemble. Donc, ça a fait maturer le marché du Québec à vitesse grand V. Puis là, on a vu des partenariats qui se sont faits après l'événement, qu'on est comme, OK, c'est incroyable. Ça serait jamais passé s'ils ne seraient pas rencontrés. C'est trop bien. Pour remettre dans le contexte ceux qui n'étaient pas à cet événement-là, il y avait donc la tête d'affiche, c'était Daniel G. Ouais. La rencontre avec Daniel G est intéressante si tu veux le développer après. Ouais. Il y avait en speaker Sonia. Il y avait Zach Perron. Il y avait, que j'ai connecté avec lui là-bas aussi. Ouais, qui est excellent. Il va sûrement passer ici aussi. Nice. Là, il est en voyage, là, mais ouais, il va revenir. Il se pavane au Mexique. Ouais, exact.
Il y a François Macaille aussi qui était là. Il y en a beaucoup. Il y a eu Tania Bernardo, qui est une plus grande courtière ici au Québec. Oui. Écoute, on en oublie plein. Là. Il y a aussi un panel. Tommy Colombo, justement, qui organise son événement. Ça l'a pas mal inspiré. Donc, lui organise un très bel événement aussi ce samedi. Donc, écoute, il y a eu des Très cool. très beaux moments. Et tu as eu Serge Gattari qui est venu en spectateur. C'était assez intéressant de le voir. J'ai pu le connecter avec lui là-bas. Parce que lui, à la base, il est beaucoup plus axé sur le marché US. Puis effectivement, c'est un bon player au Montréal. Tout le monde le connaît. Mais par contre, c'est ça, il est vraiment pas dans le marché francophone parce qu'il trouvait pas ça intéressant. Puis quand je l'ai rencontré, il m'a dit écoute, récemment, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient dans le marché francophone. Fait que je suis venu faire un tour, rencontrer les personnes clés. Puis là, je pense qu'il prépare quelque chose. Mais il était bien invité. Si tu veux faire la connexion, ça peut être cool. Ouais. J'ai pas la connexion directe. Si Justin Lalonde travaille avec lui. Ouais, aussi. Ok. Donc raconte-nous un peu comment tu as close Daniel G pour venir ici. Comment tu lui dis, pour le contexte, le Québec, ceux qui nous écoutent de France, c'est la petite contrée d'Amérique du Nord, les Gaulois qui parlent encore français. Ça attire pas grand monde. On va dire le gars des US moyens ne sait même pas qu'on parle français à Montréal. Absolument, c'est vrai. Et ils savent pas ce que c'est. Pourquoi aller là-bas? Il n'y a aucune traction possible. Comment tu as fait pour lui dire viens ici, on veut t'écouter à Montréal? Très bonne question, mais en fait, c'est toute part de connexion à la base. Puis on a été capable de connecter très rapidement avec Daniel. Ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, la journée même, on était à Miami. On est allé à un gym très populaire. On a rencontré son head of sales directement là-bas. Très bien connecté avec lui. Puis le soir même, on était en train de fumer un cigare avec Daniel G. Donc, on a tout de suite connecté. On a parlé de plusieurs points. Puis ce qui a aidé surtout, c'est que Daniel G, il est Canadien aussi. Il vient de Toronto. Fait qu'on a pu connecter là-dessus. Il connaissait très bien Montréal. Puis on a expliqué un petit peu notre vision. Il a cru directement en nous. Il a vu ce qu'on faisait. Puis il était quand même assez impressionné. Puis lui, son meilleur conseil qu'il nous a donné, je m'en souviens, c'est écoutez les gars, si j'ai un conseil à vous donner, oubliez tout le reste, là, c'est déménager au USA le plus tôt que vous pouvez, dans le fond, parce que tout le monde a la croyance limitante que les marchés des États-Unis, c'est extrêmement saturé. Puis il y a beaucoup de compétition. Mais la réalité, c'est que le marché est tellement grand qu'en fait, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de compétition qu'on pense. Donc, j'ai entendu son conseil, puis d'ailleurs, je travaille sur quelque chose peut-être qui va aboutir dans les prochains mois là, pour les États-Unis. Donc, on s'en reparle. Le marché est plus gros et les poches sont plus pleines aussi. Ouais, puis la mentalité est complètement différente. Beaucoup plus opportuniste que conservateur puis socialiste qui est ici. Là, ça change tout. Complètement. Ça change tout. Ok, trop bien. Bah, moi, c'est pareil. Hein, tous les business que je fais, si je peux aller m'exporter aux États-Unis, je le fais le plus rapidement possible. Ouais. Combien de personnes à la conférence? 600? Écoute, au total, on a, dans le fond, dans les chiffres, là, des billets qui ont été vendus, c'était 530. Mais écoute, il y a plein de gens qui sont ramenés par la suite. Fait que je pense qu'au pic, on était environ 600, ouais. Ok. Ouais. Ok. Trop bien. Ouais. La salle était remplie, là. ouais, c'était assez fou comme event. Très, très bien organisé au Palais des Congrès, ouais. Palais des Congrès de Montréal. Ouais. Magnifique. Si tu avais une chose à retenir de cet événement, ça serait quoi? Une chose, c'est compliqué, mais écoute, une chose, je te dirais que faudrait qu'on la refasse. Ok. Il y a une version 2? Il y a une version 2 qui est en train de se discuter, ouais. Okay. Absolument. Donc, on reçoit des demandes. Là, à chaque fois que je m'en vais à un événement, on me dit c'est quand le prochain événement. Fait que on est en train de discuter pour faire quelque chose, ouais. Magnifique. Absolument. On va parler discipline. Tu en as beaucoup discuté du fait que tu es la version... Enfin, tu es le meilleur closer si ta meilleure version est là. Ouais. C'est quoi tes routines? Comment tu marches là-dessus? Quelle est ta façon de voir les choses? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être justement top dans toi pour pouvoir closer les meilleurs deals et transmettre la meilleure énergie, parce que c'est la vérité, tu as une très bonne énergie quand on te parle en vrai, en physique, c'est toujours souriant, bien habillé, bien porté, bonne communication, etc. Ouais. Comment tu fais pour avoir ça? C'est quoi ton secret là-dessus? C'est une bonne question, mais je pense que premièrement, c'est propre à chacun, parce que j'ai vu des closers qui en fait, il y a des closers actuellement qui performent très bien sur des offres. Ils vivent au Mexique. Eux, leur routine, c'est le matin, ils se réveillent avec de la vodka. Puis, c'est comme, j'en ai vu, puis ils performent super bien. Fait que ce qui te rend heureux, ce qui te rend à la meilleure version de toi-même, fais-le.
mais n'essaie pas de te mentir à toi-même. Tu sais, je veux dire, si tu vois qu'il y a des choses qui te descendent vers le bas puis qui réduisent ton énergie, coupe-le le plus rapidement possible. Moi, j'ai appris avec le temps qu'effectivement, pour que je puisse bien performer, ça me prend de l'entraînement régulier, donc au moins 5 fois semaine, beaucoup de cardio. Ça me prend bien manger, ça me prend bien dormir, puis ça me prend aussi de voyager, puis de connecter avec, tu sais, lâcher le travail un peu de temps en temps, parce qu'avant j'étais très extrémiste, puis je voulais prendre 17 appels par jour, puis travailler 7 jours sur 7, mais c'est pas quelque chose qui est possible de faire sur le long terme, malheureusement. Tu l'as tenu combien de temps? Ça. Quoi? Tu l'as tenu combien de temps, cette phase? En porte-à-porte, je faisais du 12 heures par jour. Je l'ai fait pendant 6 mois. J'ai parti de l'été, j'ai fait tout l'hiver, puis j'ai arrêté juste après l'hiver. Ça a été assez rock'n'roll, je te dirais. OK. Mais sinon, sur des appels de vente, je l'ai fait pendant 2 mois. Puis, tu sais, ce qui est difficile, c'est que surtout quand tu travailles de la maison, c'est contradictoire, là, mais tout le monde veut travailler de la maison jusqu'à que tu travailles des 8 heures par jour à la maison, assis sur un bureau. Déjà, ton dos, il est fini. Et puis, t'es isolé, t'es chez toi. Tu sais, c'est pas la meilleure d'environnement de travail, mettons. Là. Fait que c'est pour ça que si t'es un remote closer puis t'as la possibilité de pouvoir voyager, fais-le. Parce que ça vaut la peine. Puis tu vas découvrir d'autres choses, tu vas te ressourcer, tu vas beaucoup mieux te sentir que juste être dans un appartement cloué à Montréal à closer des deals. Fait que c'est pas optimal. Ouais. Tu as une vidéo qui parle de ton style de vie minimaliste. Ouais. Et j'aimerais que tu donnes une explication sur ça. On le mettra à l'écran. Ouais, exact. Ouais. le lit d'armée. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé et je me suis un peu reconnu là-dedans. Enfin, Yeah. beaucoup. J'ai récemment, moi, tout coupé chez moi. Pas en mode extrême, mais j'ai déménagé, j'en ai profité pour vraiment enlever toutes les distractions possibles. Ouais. Et en fait, t'en parles dans cette vidéo. J'aimerais bien que tu développes ce truc-là. Ce que j'ai retenu, la phrase, c'était moins t'as de choses, moins tu t'encombres le cerveau. Et tu prends l'exemple que tout le monde utilise de Mark Zuckerberg qui a 5 t-shirts blancs et Ouais, exact. qui pourrait s'acheter n'importe quel habit. C'est basé sur exactement le même concept, en fait. Donc, puis il y a aussi une question aussi de discipline, puis de... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça, là, mettons, Daniel G, j'aime bien, il dit ça, il dit, si tu fais pas 100 000 par mois, essaie pas de vouloir coucher avec des filles à droite à gauche. Les filles veulent pas de toi, t'es pas un big shot. Fait que, tu sais, c'est un peu extrémiste, mais en même temps, ça amène une bonne école dans le sens que, qu'est-ce que tu fais à gaspiller les précieuses années de ta vie à des affaires qui sont pas forcément utiles. Je parle pas d'avoir une femme. Avoir une femme, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver là, en tant que business owner, en tant que peu importe. Là, je pense qu'avoir une... D'ailleurs, chaque grand homme, il y a une grande femme, mais par contre, essayer de jouer à ça, à droite à gauche, de vouloir coucher avec des filles à notre âge, je pense que c'est une game sans fin qui n'en vaut pas vraiment la peine. Donc, ça, c'est un apprentissage d'énergie qui est transmis, qui est très bon. Mais moi, j'aimerais partager cette photo-là qui a fait beaucoup de réagir, que j'ai partagée Je l'ai vu sur mes réseaux sociaux. Okay. Récemment, ça, c'est un closer en ce moment qui a fait 23 900 $ dans ses poches de commission le mois passé, le mois de septembre qui vient d'arriver. Puis en ce moment, il dort chez moi sur un matelas à moitié dégonflé, tout cassé. Donc, il dort pratiquement à terre avec un oreiller. Puis, en fait, il s'en fout parce que lui, son objectif, c'était 25 000. Puis, il dit tant que j'ai pas atteint mon 25 000 de commission dans mes poches, je ne dors pas sur un lit simple. Donc, c'est une question, c'est un peu extrême, mais veux pas, ça le drive. Puis, oui, il y a peut-être des mauvaises nuits de sommeil, mais il y a la drive en dedans de lui. Puis, c'est ça qui est inspirant. Donc, ok, ouais, j'avais pas compris ce contexte-là. Je croyais que c'était qu'il dormait là parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais non, c'est un choix de sa part. Il pourrait aller à l'hôtel avec le prix avec les commissions qu'il fait. Là, ouais, il pourrait. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit sur Daniel G. Je me rappelle, je l'ai vu ce Reels de Daniel G où il dit en fait comment tu peux prétendre être une. Je sais plus comment il formule ça, mais il dit justement si tu couches avec des femmes tout le temps, bah en fait tu as un transfert d'énergie. Ouais. Il parle du transfert d'énergie à ce moment-là où il dit bah en fait tu te fais défoncer ton énergie par des gens que tu sais même pas quelle confiance tu peux leur accorder et que c'est la pire chose à faire dans sa façon de voir les choses. Absolument. Ouais. Okay. Un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est par rapport à toute ton académie de closing. Tu as fait beaucoup de publicité. Moi, je t'ai vu en publicité, je t'ai connu comme ça avant la conférence que tu avais donnée au RTTM. Ouais.
Explique-nous l'équipe que tu avais à ce moment-là quand tu tournais beaucoup en publicité. Si tu veux donner des chiffres, ça serait intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens techniques là-dessus. Par exemple, combien tu payais ton lead, combien tu pouvais investir par jour, parce que tu as vraiment massacré le marché Ouais, québécois de la publicité à ce moment-là. on Je l'a me rappelle, bombardé. Ouais. tu avais commencé la conférence en disant qui a vu une publicité de moi dans la salle. Ouais, Et moi, je me rappelle, je t'avais vu, j'ai dit, ok, c'est une très bonne question. Et en fait, tout le monde avait levé la main. ouais. Tu avais absolument ciblé tout le monde. Ouais. Et tu avais cette pub où tu étais sur une terrasse au Mexique, où tu disais. Non, c'était pas au Mexique, Ou je- c'était... voilà. Ah oui, ben, il y avait elle du Mexique, mais elle qui avait le mieux fonctionné de loin, là, en fait, c'était incroyable. On avait fait je sais pas combien de ventes avec une publicité. C'était à Saint-Martin, avec la vue sur la mer, mais en fait, on avait mis un miroir, parce qu'on n'avait pas une lumière, fait qu'on avait mis un miroir pour le reflet du soleil, puis tout le monde pensait que c'était un fond vert. Fait que dans les commentaires, en fait, la traction organique incroyable. de backlash qui avait. Ouais, exactement. Puis les gens qui me connaissaient, ils se battaient avec eux. Ils étaient comme non, c'est pas un fond vert, regarde sa page. Puis ils disaient, non, regarde la vidéo, ça fait pas de sens, le soleil, l'ombre. Fait que là, ça se battait dans les commentaires. Puis la vidéo a pris beaucoup de traction à cause de ça. On Puis pourra la mettre, énormément de ventes. on pourra la mettre à l'écran. Ouais, on peut, ouais. Ok, Je pense que j'ai ça, encore. Ouais. ça, c'est des choses qui sont très intéressantes d'avoir les ads winners Ouais. à regarder si t'es à l'aise à la partager. Ouais. Raconte-nous un peu ton équipe à ce moment-là, ton équipe marketing, comment tu faisais ça, comment tu faisais tes pubs, ta fréquence de faire des pubs, comment tu as appris à faire ça, comment tu as appris à vendre, parce que le succès de ton académie vient des publicités. Ouais. Raconte-nous un peu tout ça. Ouais, exact. Moi, j'aime bien dire que ça vient des publicités, ça vient de toute la quantité de contenu qu'on a fait. Ça vient aussi de la crédibilité qu'on s'est bâti. Mais ça vient surtout à cause que, oui, on avait beaucoup de leads qui rentraient, mais on était capable de les convertir. Fait que c'était nos compétences en vente qu'on fait en sorte que ça a fait toute la différence. Au tout début, on a commencé organique. Fait que moi, parce que j'avais déjà une bonne audience au tout début. J'avais peut-être environ 5000 abonnés sur Instagram. J'avais déjà une certaine audience dans le monde de la vente. Donc, je recrutais déjà des vendeurs. Fait que j'ai commencé en organique. Ça a bien marché. Puis par la suite, pas longtemps après, je pense environ notre première cohorte d'environ 20 personnes, on a commencé tranquillement les publicités. On a commencé notre premier mois avec, on a dépensé, je pense, environ 5000 $. On a fait un 10x de ROAS, fait que 50 000. Et puis par la suite, on a scalé ça. Puis au pic, j'étais environ à 40 000 au total. 40 000, 45 000 de ads par mois, toutes plateformes confondues. Donc YouTube, Google, Instagram, Facebook. Ok. Donc, en fait, c'était surtout au tout début. Avant, il y avait quasiment personne qui faisait des vidéos au Québec, ni des publicités. Puis il y avait des gens qui disaient écoute, je te vois quasiment plus que ma mère. Là. Ça n'avait pas de sens. Là. Donc, on était très, très visibles. Ouais. Ok. Et tu avais à cette époque-là un copywriter. C'est toi qui faisais les ads? Tu avais un copywriter qui les faisait? C'était quoi ton équipe En fait, on travaillait avec des agences. Avec des agences qui géraient ça. Moi, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Puis c'est un grand apprentissage que j'ai eu. Là, c'est que la vieille mentalité de la business, c'est d'avoir des employés puis avoir une grosse structure. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça être très versatile, pouvoir changer très rapidement. Donc, je suis un fan de travailler avec des agences, créer des bonnes relations avec eux. Puis j'aime ça. Les bonnes agences sont super performantes. Donc j'ai toujours travaillé avec des agences. J'adore ça. Et puis ça a toujours bien été. Pas toujours en fait, ça a des fois mal été, mais souvent ça a bien été. C'est comme moi je le vois un peu comme si tu recrutais le bon client, le bon employé, le bon partenaire. Il y a une due diligence à faire avant de recruter le bon fournisseur. Mais quand tu as le bon, puis ça peut même quasiment devenir un partner. Donc c'est excellent. C'est ça aussi. En termes, j'ai fait le business model d'agence. Quelqu'un comme toi avec une offre comme ça, c'est le client idéal parce que tu vas pouvoir faire ce que tu aimes faire. Tu vas avoir des résultats. Si tu es à la commission, tu vas profiter de la vague. Tu vas fournir tes meilleurs trucs parce que tu es rémunéré directement. Donc, non, tu mets les personnes dans un environnement, tu les mets dans la Ferrari. 100%. Yep. Fait que ça, c'était l'idéal pour eux. Puis si vous voulez parler des chiffres en tant que tel, nous, on avait des CPL assez incroyables, à 2 $ au tout début. Ouais. CPL en prise de rendez-vous ou juste en fait, c'était les deux. C'était 2 $ par lead opt-in qui rentrait. Puis 2 $ et 50 par message entrant. On avait deux channels dans le fond. C'était VSL, tout simplement opt-in VSL, booker un rendez-vous. Et puis, on avait le DM. Puis, on avait un DM setter qu'on payait 3% d'ailleurs, qui répondait à tous les messages. Tu es de l'école de payer au pourcentage les setters? Ouais. Ok. Ouais. En fait, je sais que c'est un gros débat. J'avais eu une discussion avec je sais plus qui exactement.
Non, c'était une vidéo de quelqu'un que je regarde qui disait les gars, il faut arrêter de payer les setters au pourcentage, ils font absolument rien. Mais il y a 2 écoles en fait. Donc c'est. Ben, en fait, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que je pense que les setters, c'est vraiment négligé, mais quand tu prends ça au sérieux, les setters, c'est extrêmement important. Puis je vois de plus en plus de personnes qui augmentent les pourcentages. Donc, c'est-à-dire, au lieu de payer juste la traditionnelle 5%, 10%, il y en a de plus en plus qui payent une grosse base, plus un 5%, ou sinon 6%, 7%. Je le vois souvent parce que au final, tout dépend d'un bon setter. Si un setter est capable de faire vraiment du bon volume, puis bien qualifié, puis bien édifier le closer, puis l'appel de vente, écoute, les closers, ça close à du 50, 60%, 80%, puis c'est à cause du setter que le setter a bien fait sa job, fait que ça se complète extrêmement bien. Qu'est-ce qu'il fait le setter parce qu'il y a plein de trucs setter, on va se dire ouais, il fait des DM. Non, il appelle 15 minutes, Ouais. c'est timé. Ouais. Il explique l'offre rapidement, il prend des conseils en se présentant comme l'assistant. Ouais. Donc la personne elle va beaucoup être enclin de dire des choses sur elle. Elle nourrit le CRM pour le closer. C'est quoi un setter pour toi exactement? Ben, premièrement, nous, c'était un peu cher, mais ça fonctionnait bien. Fait qu'on a décidé de continuer tout le long comme ça. Mais on avait un setter en DM qu'on payait 3%, plus un setter en appel. Ok. Fait que le setter DM envoyait ça en appel. Le setter DM, là, il faisait juste à longueur de journée se concentrer sur une chose, c'était répondre à tous les messages. On avait des techniques où j'avais enregistré des messages vocaux préenregistrés. On les mettait. Lui, il les envoyait moi-même, mes messages vocaux avec des séquences. C'était super bien fait. Et puis là, ça a envoyé les rendez-vous à un DM, un setter appel, qui lui, justement, vraiment prenait le temps de prendre un 15 minutes pour qualifier la personne, s'assurer qu'il était vraiment qualifié pour prendre un appel de closing. Il avait l'historique du setting d'avant? Pas toujours, mais souvent, il y avait des notes Ok. que le DM setter prenait. C'est sûr que c'est un système qui coûtait quand même très cher, mais qui fonctionnait, là, je veux dire, super bien. Surtout pour nous, parce que nous, surtout pour notre offre à nous, je ne recommande pas pour tout le monde, mais nous, on avait une offre où il fallait vraiment avoir un long processus de qualification. On n'offrait pas un base-up ou quoi que ce soit. Nous, on recrutait des closers. Oui, c'était une formation qu'on vendait, mais les closers qu'on prenait dans notre programme, il fallait qu'on les voie dans notre entreprise à long terme. Il fallait qu'on voie qu'il y ait du potentiel pour pouvoir performer. On ne voulait pas juste ramener des gens qui n'avaient pas de potentiel. Fait que c'était un long processus. Qu'est-ce que tu penses des settings IA qui arrivent de plus en plus, les outils de setting IA? Je travaille notamment avec une entreprise qui travaille que en Europe en ce moment. Ouais. On a eu une discussion ce matin, j'étais avec eux en appel pour potentiellement s'étendre en Amérique du Nord. C'est une IA qui vient DM en WhatsApp. Ouais. Et qui se nourrit de toute l'offre, de tout ce qu'on veut lui dire. C'est l'assistant de la personne qui sort l'offre, ou ça peut Ouais. être une IA totalement transparente aussi, Ouais. et qui a plusieurs buts. Donc le premier but, ça va être de qualifier le CT, ensuite de faire en sorte que la personne elle se présente s'il y a une conférence ou quoi que ce soit, Ouais. et ensuite aller générer des calls. T'en penses quoi? T'as déjà essayé? C'est une révolution, c'est magnifique. Écoute, ça remplace justement le DM setter en grande partie. Surtout, je te dirais, pas forcément au complet. Souvent, ça va aider pour les premiers messages puis la rapidité de réponse. Mais j'ai pas encore malheureusement vu des IA assez performantes. Pourtant, je me fais pitch à chaque jour dans mes DM. C'est pour ça que je te demande, j'en suis sûr. Ouais, je n'ai pas encore vu un exceptionnel. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des gens qui travaillent jour et nuit pour développer des IA en texte puis en appel, parce que ça va être une révolution dans les ventes. Ils les gardent pour eux. Ceux qui arrivent, ils les gardent pour eux. Je sais pas à quel point, ouais, peut-être. Ils les font custom pour nous, tu vois, on travaille custom. Il y a 2 semaines de préparation pour cette IA en particulier. Ils nous la mettent pour nous et on l'itère. Et on a un espèce de back-end où on regarde les discussions qui sont faites et on ajuste, etc. Donc c'est vachement intéressant. Mais il y a toujours des passages où l'IA, elle délire complètement. Ouais, en fait, exact. tu te pourris un lead parce qu'il lui dit n'importe quoi. Il commence à lui demander, je sais pas, la recette d'un gâteau. Enfin, c'est complètement ça délire complet. Donc il faut la rappeler à l'ordre et lui cadrer la discussion. Et je pense que la réponse, c'est ça, c'est que c'est tellement en effervescence, il y a des demandes partout, donc la qualité est très basse. Les personnes essayent et comme toi, tu fais un setting qui te coûte 6% versus une IA qui va te coûter peut-être 1% si on compare en pourcentage. Mais en réalité, sur le closing, ça te détruit ton closing parce que c'est une IA, c'est pas bien fait, c'est mal fait, etc. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça qui est compliqué, mais en tout cas, moi, j'ai tous les clients que je vois en ce moment, avec toutes les entreprises qu'on travaille, il n'y en a pas encore 100% des IA qui fonctionnent. Il y en a quelques-unes des offres que ça fonctionne un peu, mais c'est pas 100%, puis il y a toujours besoin d'avoir un humain quand même derrière. Fait que j'ai hâte que ça puisse être 100% réglé, mais ouais. Okay. Ça va être une révolution, ça c'est sûr. Si demain, tu perds tout,
qu'est-ce que tu fais? Bonne question. T'as les mêmes skills, t'as les mêmes knowledge. Par contre, tu perds absolument tout. Banqueroute totale. T'es à zéro. C'est une bonne question. Je pense que l'avantage que tu as quand tu maîtrises une compétence, ça peut être le montage vidéo, ça peut être faire du développement, ça peut être la vente. Tu peux toujours retomber sur tes compétences. Fait que c'est ça qui est la beauté des choses, c'est que tu les perds jamais. Donc, je te dirais, moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me stresse vraiment pas. Puis c'est ça qui est dangereux Tu avec l'as eu ce sentiment ou pas? d'avoir peur de tout perdre. Ouais. Jamais, en fait, c'est ça que je parlais avec mon partner, c'est que c'est ça qui nous permet d'être vraiment agressif puis de prendre beaucoup de risques, c'est que c'est quoi le pire qui va arriver? On va recommencer dans les ventes, faire quelque chose qu'on aime. T'sais. Puis, il n'y a, pas y a pas grand-chose qui va arriver. Il n'y a rien qui va arriver si tout s'écroule. Donc, non, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Puis au contraire, c'est quelque chose qui est un peu dangereux parce que quand tu as une compétence que tu maîtrises, tu le sais que n'importe quand tu vas pour te relever puis aller faire ce que tu es bon. Donc, faire des revenus. Donc, c'est pas un problème. Ok, magnifique. Est-ce que tu avais un point où tu voulais discuter sur tes prochains projets? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder ça et qui vont se dire on en a parlé en off, mais du coup, l'académie a stoppé il y a 6 mois. Ouais. Est-ce qu'on la réouvre? Est-ce qu'on fait une V2 de l'event 10 fois plus gros aux US? Est-ce qu'on développe quelque chose avec des entreprises? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur les projets qui arrivent? Absolument, mais premièrement, pour parler un petit peu de c'est quoi notre vision, puis c'est quoi qu'on a toujours voulu faire depuis le début. À la fin de la journée, nous, ce qu'on veut faire, c'est on est passionné par le côté des entreprises. Donc, à la fin de la journée, moi, je m'inspire beaucoup de grandes personnalités dans le monde du private equity, dans le monde du acquisition, merger and acquisition, M&A. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment à long terme, ça m'allume. Puis de plus en plus, je m'intéresse à m'y lancer rapidement là, aux États-Unis. Donc, c'est ça que je suis en train de regarder à long terme. Mais entre-temps, je pense que pour pouvoir se rendre dans un univers comme ça, qui est un levier beaucoup plus élevé, il faut avoir des compétences de béton pour tout ce qui est justement les skills de base, vente, marketing, opération, finance, mais aussi le day-to-day d'une entreprise. Donc, vraiment le travailler avec le plus d'entreprises possible, les aider à grandir, les aider à scaler, les aider à se stabiliser. C'est ce qu'on veut faire. Donc, pour le court terme, en ce moment, c'est là-dessus qu'on se focalise maintenant. C'est beaucoup moins sur le côté B2C puis agence de vente. Maintenant, on veut beaucoup plus se faire des partenariats avec une ou deux entreprises et puis les aider à vraiment grandir. Donc là, mon partenaire, en ce moment, on travaille avec une entreprise. Ils ont fait des mois records le premier mois qui est arrivé. Puis là, un autre record, c'était moi aussi. Ils ont fait 1 million de revenus. Ils ont passé de, je pense, 500 000 de revenus à 1 million de revenus en 2 mois. Donc, c'est quand même assez incroyable. Puis, c'est ça qu'on veut faire. C'est qu'on veut s'assurer avec des entreprises et puis vraiment les aider à grandir pour nous donner l'expérience par la suite. Okay. Et en M&A, ok, ça serait quoi j'ai travaillé un peu dans ce domaine-là, Nice. dans un des Big Four à Montréal. Ça serait quoi l'apport de valeur? Ça serait, par exemple, tu prends une entreprise, tu la fais monter, tu doubles ses revenus, donc tu fais x10 sur sa valeur en fin d'année, et ensuite, tu vas chercher des deals en equity ou tu vas chercher du merge ou des choses comme ça. C'est dans cet esprit-là? La stratégie n'est pas encore 100% développée. Écoute, il y a tellement de possibilités. Là. Bien sûr, ouais. Je vois du monde qui utilisent justement mon ami, regardait ça hier, le plate. Fait que tu rentres dans des entreprises, tu mets tout le monde dehors, puis tu reconstruis. Il y a plein de stratégies, ça serait à voir. Je te dirais que j'ai pas assez d'expérience pour y aller, puis je te dirais que c'est un terrain qui est quand même vraiment nouveau pour moi. Fait que mon plan, ce serait sûrement de faire comme j'ai toujours fait, soit d'acheter une formation très chère pour apprendre rapidement, ou soit d'aller travailler avec le meilleur. Puis sur ce genre de formation, tu vas être sur du MBA aux US où tu es dans les 150-200 000 l'année. Ouais, j'ai mon cousin qui a fait ça. Enfin, dans les Big Four, moi, c'est ce que je faisais exactement. C'était de l'analyse de business, de voir comment tu cuts les coûts à fond, tu t'apportes de la valeur. Et c'était très dur parce qu'au final, ce que tu fais concrètement, c'est tu fais perdre de l'emploi à beaucoup de personnes pour recréer de la valeur et ensuite faire l'exit et revendre. Et la marge, et ensuite le cabinet de conseil se rémunère sur la marge à la vente. Exactement. Ils se rémunèrent pas pendant peut-être des années et des années. Ok. Pas beaucoup de cash flow, mais l'équité est bonne. C'est ça. Ok. Trop bien. Merci beaucoup, Fabrice. Je te remercie pour grand plaisir. Je te souhaite tout le succès, tout l'argent et tout le bonheur qu'il faut. Pareillement. Et puis, merci. Félicitations pour ton podcast et tes projets. Merci à toi. Let's go. Ciao.